Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laurent et merci du coup d'être ici pour animer cette Malte Academy aujourd'hui. Alors, je vais faire une rapide introduction, le temps de laisser tout le monde se connecter parce qu'il est 12h01. On sait qu'il y a toujours des petits retardataires. Donc voilà, rapide introduction sur le fonctionnement de ce Livestorm. Donc, je vois que des personnes ont déjà commencé à utiliser le chat. Donc ça, c'est parfait. Pour toutes les personnes qui auraient des problèmes pour voir la présentation, nous entendre, bien le signaler sur la partie chat. Pour toutes les questions, du coup, vous avez juste à côté un petit onglet questions. S'il vous plaît, c'est super important parce que parfois les questions peuvent se perdre dans le fil de l'eau de la partie chat. Donc, pour que Laurent puisse répondre à vos questions, bien, s'il vous plaît, toutes les concentrer dans la partie questions. Ce webinaire est enregistré. Je vais vous mettre dans la partie chat où est-ce que vous pourrez le retrouver par la suite. Donc, c'est sur le site malte-academy.com. Idem, la présentation sera récupérable tout à la fin. Laurent vous a fait une slide spéciale où vous pourrez récupérer la présentation grâce à un QR code. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour pouvoir la récupérer. Voilà un petit peu pour la partie théorie de cette présentation. Je parle, mais je me suis pas présentée. Je suis Clémentine, pardon. Je fais partie de l'équipe community chez Malte, donc Malte Academy. Voilà, on est très original. Si vous avez des questions sur Malte, je vais vous laisser mon contact. On est une plateforme en fait de mise en relation entre freelance et clients. Donc pour toutes les personnes qui seraient intéressées afin de pas polluer plus cette présentation, je vais vous mettre toutes mes coordonnées directes pour me poser des questions, ou même d'ailleurs si vous voulez devenir speaker pour une prochaine Malte Academy, on continue de les organiser, donc pas hésiter à me contacter sur ce sujet-là. Et puis bah écoutez, je vais disparaître, mute, et puis je vous retrouve à la fin de cette présentation. Bonne Malte Academy à tous et merci Laurent, je vous laisse la main. Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Picard. Eh bien écoutez, on va parler de machine learning. Je vais faire, attends, hop, je vais me mettre sur le bon écran, voilà. Alors, petite présentation pour commencer. Donc, Laurent Picard, vous pouvez me retrouver sur Twitter @PicardParis. J'habite Paris, comme vous pouvez le deviner. Je suis développeur advocate. C'est un métier qui n'existe pas. Il n'y a pas de terme français chez Google, et je me concentre depuis 4 ans sur les technologies du cloud. Et avant ça, j'étais pionnier du livre électronique. J'ai travaillé 17 années dans le domaine du livre électronique. J'ai cofondé Bookin et j'ai travaillé sur le premier livre électronique européen en 1999. Voilà. Donc, une des leçons à retenir, c'est que quand vous mettez le doigt dans quelque chose de passionnant, bah, ça peut vous occuper très très longtemps. Voilà. Donc 17 années, livre numérique. Et depuis 4 ans, j'ai décidé de me concentrer sur les technologies du cloud. Et dans les technologies du cloud, il y a énormément de choses passionnantes. Il y a le serverless et il y a le machine learning qui, moi, m'épate. Donc, un des objectifs aujourd'hui, c'est justement de faire un tour d'horizon de ce que tout développeur ou toute personne avec des connaissances technologiques peut faire sans avoir aucune expertise dans le domaine. D'accord. Alors, je vais mettre le focus au bon document. Alors, ma définition du machine learning. Qu'est-ce que c'est que le machine learning? Alors, pour moi, la façon dont j'ai profité du machine learning depuis 4 ans, c'est j'ai des données en entrée. Voilà, j'ai un flux d'entrée, j'ai des données, et de ces données-là, j'extrais de l'information. Pour faire simple, je comprends ce qu'il y a dans mon flux d'entrée. D'accord. Alors, cette définition, elle est incorrecte. Si vous demandez à un expert ce que c'est que le machine learning, c'est un domaine, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle, et plus précisément, le deep learning est encore un sous-domaine du machine learning. C'est la grande majorité de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, de ce qu'il est possible de faire, c'est du deep learning. Le deep learning, il y a des réseaux neuronaux en dessous, d'accord. J'utiliserai en général le terme de machine learning puisqu'il est très générique, très facile à comprendre, et puis c'est celui qui s'est imposé, d'accord. Alors, comment ça fonctionne? Comment marche le deep learning? Il y a à peu près une 40aine d'années, des chercheurs se sont dit, tiens, on va essayer d'imiter la façon dont on pense que notre cerveau fonctionne avec des synapses et des connexions, donc des neurones, donc des réseaux neuronaux.
Pour ça, on a besoin d'exemples. On utilise beaucoup d'exemples pour trouver pour retrouver les réponses. Et si vous y réfléchissez, c'est a priori la façon dont on apprend le plus. Quand on est enfant, on apprend énormément à partir d'exemples autour de nous, de notre famille, de nos proches, de nos professeurs, de nos amis. On voit comment sont faites les choses et on en tire des enseignements. Et ce qui se passe, a priori, c'est qu'on établit des connexions dans notre cerveau et qui nous permet de reproduire ce qu'on a vu ou en tout cas d'en déduire un certain nombre de choses. Ok. Et le résultat, c'est que on arrive, grâce à ça, à résoudre des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre auparavant. Peut-être le seul inconvénient, c'est que ça fonctionne un peu comme une boîte noire. On arrive à résoudre le problème. On comprend pas forcément pourquoi on l'a résolu, mais en tout cas, ça a permis à un grand nombre de classes d'applications de trouver des solutions aujourd'hui. Ok. Alors pourquoi c'est possible aujourd'hui? Donc je vous ai dit, on hérite de théories, donc bien sûr de siècles, voire même de millénaires de théories mathématiques et de théories appliquées aux réseaux neuronaux depuis une quarantaine d'années. L'intelligence artificielle, ça doit faire plus de 70 ans. Depuis une bonne vingtaine d'années, on est capable de stocker de la donnée et bien sûr de la stocker et de la lire de façon efficace. Ça a commencé à changer beaucoup de choses. Et depuis une bonne dizaine d'années, on a une puissance de calcul phénoménale, notamment dans le cloud. Il y a bien sûr sur des ordinateurs ou des serveurs locaux, mais même ça, c'était insuffisant. Et donc depuis une dizaine d'années, on est capable de déporter, de distribuer des calculs dans différents serveurs, voire même sur du hardware dédié dans le cloud. Et c'est tout ça qui fait que le machine learning et notamment le deep learning aujourd'hui s'est développé et permet de résoudre des nouveaux problèmes. Ok. Alors, si on prend un peu de recul et qu'on essaye de voir comment on peut, en tant que développeur ou en tant que technicien, comment on peut bénéficier du machine learning aujourd'hui. Bien sûr, si vous souhaitez et si vous pouvez investir du temps et développer de l'expertise en machine learning, vous allez traiter construire vous-même vos propres réseaux neuronaux. C'est un champ extrêmement vaste. Il pourrait y avoir des conférences de journées entières, voire de semaines sur le domaine, et vous pouvez devenir un expert. Vous allez probablement vous spécialiser dans le domaine. J'ai 47 ans. Si j'étais étudiant ou si j'étais junior et que j'avais une vingtaine d'années, probablement c'est le champ, c'est le domaine dans lequel je travaillerai et je passerai 100% de mon temps. D'accord. À l'autre bout, si vous avez des compétences de développeur, en fait, il y a aujourd'hui des modèles de machine learning qui existent, qui sont prêts à l'emploi, qui ont été pré-entraînés. Et donc, ils sont accessibles sous forme d'API. Vous pouvez les utiliser en temps réel. Et au milieu, un autre champ, qui est le champ AutoML, qui s'est développé depuis quelques années seulement. Moi, ça fait à peu près 3 ans que je regarde le sujet. Et grâce à AutoML, vous pouvez construire des modèles personnalisés. Et donc mon objectif dans cette présentation, c'est de vous montrer ces petites briques de construction, donc ce qu'on appelle les building blocks chez nous. Vous pouvez vraiment voir ça comme des briques de Lego. Vous pouvez tout à fait utiliser une de ces briques et l'intégrer à une de vos solutions pour la rendre plus intelligente. Alors, je vais illustrer tout ça avec des technos Google Cloud, mais parce que c'est ce que je peux utiliser tous les jours, mais la grande majorité des principes sont génériques. Il y a des sociétés spécialisées dans certains domaines. Tous les fournisseurs de cloud en général fournissent ces briques. Voilà. Donc, mon objectif n'est pas de faire forcément la promotion de Google Cloud, mais en tout cas, c'est de vous montrer qu'on a une solution extrêmement exhaustive. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer le maximum d'exemples illustrés. J'ai une première question. Étant donné que l'intelligence artificielle existe depuis 70 ans, comment définit-on l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est d'une façon générale, alors encore une fois, comme je suis pas un expert, mais dans la théorie, mais plutôt dans les applications, l'intelligence artificielle, c'est essayer de répliquer des comportements humains, quelle que soit la méthodologie, pour que finalement on arrive à avoir des solutions techniques qui
qui puisse aider l'être humain dans n'importe quel processus que ce soit. Voilà. Donc, dans le domaine du machine learning, on essaye d'être capable de faire des prédictions, de faire de la détection, de la reconnaissance. C'est un champ extrêmement vaste. Il y a des métiers complets pour les data scientists, par exemple, donc les scientifiques des données, qui sont, donc là, on ne parle pas de deep learning, mais qui sont capables d'appliquer des algorithmes, mais à très très grande échelle, des algorithmes qu'on ne peut pas traiter à la main ou développer à la main, et le machine learning là est capable de traiter des grandes masses de données et de faire des prédictions, par exemple, sur des téraoctets de données et permettre de faire des prédictions en temps réel. Voilà. Donc, l'intelligence artificielle, depuis 70 ans, il y a des gens qui ont travaillé donc ils sont probablement à la retraite, mais qui ont travaillé 70 ans sur, enfin même qui sont plus là malheureusement, qui ont travaillé plus de 50 ans dans le domaine de l'intelligence artificielle. Moi, ce qui me bluffe depuis que je regarde le domaine, c'est qu'on arrive à résoudre des problèmes qui étaient vraiment totalement insolubles il y a même 10 ou 20 ans. J'essaierai de vous montrer des exemples. Alors, donc, je vais dans un premier temps vous parler des API, donc des modèles préexistants, pré-entraînés, qui sont prêts à l'emploi. Alors, si vous vous souvenez de ma définition, en entrée, on a besoin de données. Donc, les données, pour ces briques de base, ça peut être du texte, ça peut être de l'image, de la vidéo ou de la voix. Et ce que vous obtenez en sortie, c'est de l'information. Vous pouvez comprendre ce qu'il y a dans vos textes, dans vos images, dans vos vidéos. Et parfois, l'information que vous souhaitez obtenir, en fait, c'est une forme différente de vos données d'entrée, par exemple de la traduction. Ok. Voilà. Donc, je vais vous faire un tour d'horizon de ce qu'il est possible de faire, normalement bien illustré pour que vous puissiez mémoriser ça. Et je commence avec le modèle vision, pas parce que c'est le plus important, mais pour des raisons personnelles, c'est que quand j'étais étudiant dans les années 90, c'est un champ sur lequel j'ai travaillé. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui étaient chercheurs à l'INRIA, et on essayait de comprendre ce qu'il y avait dans des images. On essayait de décrire des images. On essayait de comprendre les objets qui avaient des images. Et c'était très compliqué. Alors, premier exemple. Donc, alors ça, c'est un grand champ qui s'appelle computer vision, donc la capacité à comprendre, à reproduire la vision humaine à partir d'images. Et donc, dans les années 90, voilà ce que moi, je savais faire. Ce qu'on m'avait appris, alors ça, c'est des algos qui datent des années 60. C'est un filtre de convolution et qui a été développé par Sobel. Et grâce à ce filtre de convolution, on est capable de mettre en exergue les contours, et notamment là où il y a des grosses différences de contraste. Voilà. Et c'est comme ça que dans les années 90, on essayait de comprendre ce qu'il y avait dans des images. Vous voyez là, par exemple, on arrive probablement à déduire qu'il y a des fleurs ici, parce que ça ressemble à des pétales. Conjuguer ce contour-là avec des couleurs, on arrive à en déduire qu'il y a des fleurs. Là, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est une fenêtre? Est-ce que c'est une porte? Alors, oui, c'est bien une maison de Hobbit. Voilà. Donc ça, c'était l'état de l'art dans les années 90. Le machine learning permet de résoudre totalement cette solution. C'est vraiment magique. Et donc, un modèle vision, il est capable de vous décrire une image à partir de labels. Donc, voilà, par exemple, ce que j'obtiens sur cette image. Là, ce sont les taux de confiance. Donc, bien sûr, c'est totalement analogique. Hein. Vous n'obtenez pas des résultats vrais-faux. Vous obtenez des scores entre 0 et 1 avec un taux de confiance. Donc là, à 95%, ça parle de nature. Il y a des fleurs, un jardin. C'est très, très bon. Et voilà le flux JSON que j'obtiens si je fais une requête web auprès de l'API. Voilà, j'ai une description avec les différents labels et puis les différents scores. Donc là, vous voyez 95%. Plus précisément, alors j'ai repris la même image qui vient du web. Et cette fois-ci, je l'ai changé, je l'ai inversé horizontalement, j'ai zoomé dedans, je l'ai recadré, j'ai appliqué un filtre de couleur. Donc cette image, elle n'existe pas, elle est unique. Elle est dérivée d'une image qui existe, eh bien, un modèle vision est capable de reconnaître et de faire un matching d'images. Donc là, il est capable de reconnaître que cette image ressemble fortement à une autre image qui existe sur le web, et de ça, il est capable de me dire où probablement cette image a été prise. Et donc là, il me dit, voilà la position GPS de l'image, a priori, où elle a été prise.
Bon, le taux de confiance, il est de 61%. J'ai quand même beaucoup modifié l'image, mais c'est exactement ça. Donc, ça a été pris en Nouvelle-Zélande. C'est une image qui vient de Nouvelle-Zélande, qui a été prise sur Hobbiton. C'est là où les films de la trilogie du Seigneur des Anneaux ont été tournés. Voilà. Donc ça, rien que ça, c'est assez bluffant. Encore plus précisément, et donc ça fait quelques années que ça commence à fonctionner extrêmement bien, un modèle vision est capable de vous dire les objets qui sont reconnus dans une image et ainsi que leur localisation. Donc là, vous voyez les petits rectangles. J'ai différentes personnes qui sont reconnues. C'est le cast du film. Il devait probablement être dans un restaurant. Et vous voyez, j'ai différentes personnes avec un très bon taux de reconnaissance, 85 à 90%. Ça reconnaît même les pantalons, voire les t-shirts, vous voyez, qui sont reconnus. J'ai une personne qui est reconnue dans le fond, ici, et j'ai même le lustre du plafond qui est détecté. Ça peut avoir des applications assez intéressantes. Être capable de reconnaître à quoi correspondent différentes zones dans une image, ça laisse le champ libre cours à votre imagination. Encore plus précisément, un modèle vision est capable de détecter s'il y a des visages. Donc, bien sûr, dans une personne, s'il y a une personne, a priori, il y a un visage, et il va être capable de vous donner la position exacte des yeux, du nez, de la bouche, etc. Et même de reconnaître des sentiments génériques. Et donc là, c'est une vue 3D de Gollum, qui est pas tout à fait un visage humain, qui est très très déformé, mais il arrive quand même à détecter que c'est un visage, et il me dit que probablement ce visage est en colère, et bon, Gollum, il est tout le temps en colère. Donc, alors il y a des petites subtilités. Là, j'ai les informations que j'ai la position en 3D, donc quelle est l'inclinaison de la tête dans une vue 3D, et j'ai aussi sur les différents éléments le nez, etc. Le nez, je sais qui ressort beaucoup plus, qui sort plus de l'image que le cou, par exemple, que le menton. Et j'ai d'autres caractéristiques sur l'image. Je peux savoir si l'image est plus ou moins floue et si la tête a un chapeau ou pas. Bon, là il est chauve, donc il n'y a pas de chapeau. Un autre champ qui a été totalement résolu par le machine learning, c'est la détection de texte. Donc un champ qui s'appelle OCR. Et donc ça, il y a des sociétés qui ont travaillé dans le domaine, et c'est quasiment parfait. Donc ça, c'est un screenshot qui comporte du texte. Et ce que me dit le modèle vision, c'est qu'il y a différents blocs de texte. Donc vous voyez là les cadres verts. Il y a différentes phrases. Donc dans chaque bloc de texte, il y a des phrases. Et dans chaque phrase, il y a différents mots. Et dans chaque mot, il y a différents symboles. Voilà. Donc là, il y a aucune erreur qui est faite. C'est exactement la bonne retranscription. Ce qui est intéressant aussi avec les modèles machine learning, c'est voir quelle est la limite. La limite, c'est en général la même limite que celle d'un être humain. Voilà. Si un être humain n'est pas capable de faire quelque chose, de faire une détection, et c'est ce qu'on fait sur des exemples, eh bien les modèles ne sauront pas le faire. D'accord. Donc là, j'ai appliqué un petit effet de perspective sur ce screenshot, et j'ai toujours une détection qui est parfaite. Peut-être j'ai une seule différence, c'est ici les guillemets qui sont à la fin. Les guillemets doubles, ici sont reconnus comme un seul apostrophe. Voilà. Mais c'est la différence entre les deux. Le texte est lui très très bien reconnu. Donc ça, on va dire que tout ce qui est détection de texte, c'est un problème résolu. Mais on est déjà passé au niveau d'après sur la reconnaissance d'écriture manuscrite. Ça, c'est un manuscrit de Tolkien, et qui écrit plutôt bien. Mais il faut, on n'est pas habitué à cette écriture, il faut s'accrocher un peu pour le décrypter. Nous, êtres humains, on va probablement lire ça plus lentement. Il va falloir qu'on le déchiffre un peu. Alors, c'est bien sûr pas une ordonnance de médecin. Et là, le modèle vision, ça fonctionne déjà très bien depuis plusieurs années. Il fait très peu d'erreurs. Il doit faire 2 erreurs. Il fait une erreur là la plus embêtante sur Shadows. Alors, il n'y a pas d'analyse lexicale dessus, donc il me dit que Shadows c'est un V, et bien sûr c'est un W. Et l'autre erreur ici me met une apostrophe devant land, alors qu'en fait c'est la queue du F qui est sur la ligne au-dessus. Et peut-être pour chipoter, ce que je préférais, c'est qu'ils me disent qu'ici il y a un seul bloc de texte. Voilà. Mais ça marche déjà très très bien. Donc ça signifie qu'on peut faire de la détection à la fois sur du texte imprimé et sur du texte manuscrit. Et une autre chose intéressante, c'est que les modèles de machine learning peuvent apprendre en permanence. Il suffit de leur fournir plus d'exemples et de relancer un entraînement. Et donc là, typiquement, moi, j'avais ce même exemple l'année dernière. Et l'année dernière, sur cet exemple-là, j'avais 2 erreurs de plus.
donc que je n'ai plus aujourd'hui. Et donc peut-être que dans 6 mois ou dans un an, suite à différents entraînements sur des nouvelles écritures manuscrites ou avec des contre-exemples, etc., eh bien en fait, ces erreurs vont, je pense, finir par disparaître avec le temps. Voilà. Donc, ce qui est intéressant avec les modèles de machine learning d'une façon générale, c'est que ces modèles aussi convergent vers des résultats de meilleure qualité. OK ? Alors, autre chose assez bluffante, donc si vous vous souvenez, un modèle vision est capable de faire du rapprochement entre images, et vous savez que chez Google, on browse le web depuis 20 ans, donc on a une connaissance approfondie de ce qu'il y a dans des pages web, et donc on est capable, notre modèle vision est capable de reconnaître des entités dans des images. Une entité, c'est quelque chose ou quelqu'un de célèbre. Et donc là, j'ai utilisé encore une fois une image qui a été utilisée une seule fois sur le web dans un journal espagnol. J'avais jamais vu l'image, donc c'est pour ça qu'elle m'a frappé. Et c'est Tolkien qui est interviewé par un journaliste espagnol et qui est dans une forêt. Et donc là, j'ai zoomé, j'ai recadré, j'ai appliqué un filtre. Donc c'est pas l'image d'origine. Et pourtant, le modèle vision est capable de me dire la meilleure description de cette image, c'est J.R.R. Tolkien. Et voilà l'entité principale qui est reconnue dans cette image, c'est Tolkien. Et en tant que développeur, j'ai un identifiant unique pour Tolkien. Ça, c'est absolument génial. J'ai pas à travailler avec du texte, avec éventuellement des formes différentes de Tolkien. Bon, il n'a pas de pseudonyme, mais par exemple, ça pourrait être Tolkien tout seul, alors que son fils est également écrivain, a repris le flambeau, etc. Voilà. Et donc là, le modèle vision me dit que cette image correspond a priori à Tolkien, ce qui est parfait. Il me dit même que cette image correspond partiellement, alors qu'il n'y a aucun pixel en commun. C'est globalement, pour un œil humain, ça ressemble et c'est bien une image dérivée. Et il me donne l'image d'origine, qui est bien l'image d'origine que j'ai utilisée. Il me donne aussi une liste d'images qui ressemblent, donc des personnes, hommes ou femmes, dans des forêts, ou voire même adossées à un arbre. Donc ça peut être assez intéressant pour faire des corrélations, ou voire trouver du plagiat ou autre. Ok. Mais en tant que développeur, la chose qui me bluffe le plus, c'est d'avoir un identifiant unique. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cet identifiant unique, c'est un identifiant qui correspond, qui est disponible dans une autre API, qui correspond au graphe de connaissances de Google, donc et qui est actualisé en permanence tous les jours. Et donc, bien sûr, Tolkien, ça s'est stabilisé. Tolkien existant depuis des décennies. Tolkien a sa fiche Wikipédia, etc. Voilà. Donc Tolkien est parfaitement identifié sur le web au sein d'articles et même au sein d'images. Donc je vous ai dit que c'était une API donc c'était disponible via une API. Vous pouvez faire des requêtes web, mais on fournit et c'est la plupart du temps le cas aussi chez les autres fournisseurs de cloud, on a des librairies clientes qui sont disponibles, je pense, dans un de vos langages préférés. Et donc ça simplifie la vie puisque vous pouvez de façon idiomatique utiliser votre langage préféré. Donc moi, en l'occurrence, c'est Python. Je me concentre aussi depuis 2 ans sur le langage Python. Le principe, c'est à peu près toujours le même. Vous créez un client qui va s'interfacer avec l'API. Vous fournissez le contenu, donc ici une image, et vous appelez la fonctionnalité qui vous intéresse, ici Face Detection, et vous avez un résultat quasi immédiatement ici pour des images, et vous pouvez utiliser les résultats immédiatement. Donc là, en l'occurrence, j'aurai la liste des visages. Donc ça peut me permettre, par exemple, de compter le nombre de visages qui sont détectés dans une photo. Alors, on n'est pas dans une conférence, mais typiquement, ça me permettrait de compter le nombre de participants qui sont présents physiquement. Et puis ici, ça me permet aussi de savoir, est-ce que la personne est surprise et à quel endroit se situe son visage. D'accord. Vous verrez, je vous fournirai à la fin, mais j'ai écrit ici un certain nombre de tutos qui vous permettent de voir comment utiliser chacune de ces fonctionnalités. En l'occurrence, moi, j'ai fait des tutos en Python. D'accord. On fera une démo tous ensemble un peu plus tard où on va s'envoyer des selfies et puis on fera une analyse en temps réel de nos visages. Ok. Alors, le pendant de l'image, c'est la vidéo. Donc, vous pouvez transposer à peu près ce que vous avez vu. On est capable de la même façon de faire de la détection d'entités, de séquences dans des vidéos. La différence, c'est qu'une vidéo, elle a une dimension supplémentaire, c'est la dimension temporelle. Et donc, un modèle, nous on l'appelle Video Intelligence, un modèle vidéo, est capable de reconnaître les différentes séquences au sein d'une vidéo, est capable de reconnaître les différents objets, mais de les suivre.
D'accord. Alors, je vous l'ai pas dit pour les images, on est capable de reconnaître si c'est du contenu adulte, si c'est du contenu violent. Et donc là, la chose intéressante dans une vidéo, c'est de pouvoir tracer, reconnaître une même entité au sein d'une séquence et de pouvoir la suivre dans les différentes frames. Dans les autres fonctionnalités, on peut bien sûr aussi reconnaître du texte au sein d'une vidéo et le suivre, reconnaître des logos, reconnaître la position des bras, etc., etc. Ok, je vais vous montrer juste une petite démo rapide. Donc, c'est assez générique, mais si vous êtes capable de comprendre ce que vous avez dans du texte, dans de la vidéo, du texte, etc., des images, ça signifie que vous pouvez indexer. Et donc ça, c'est une petite démo qui a été faite par un de mes collègues. Et donc, il a passé ces vidéos à la moulinette du modèle vidéo. Et donc, ces vidéos sont indexées. Voilà, les flux JSON sont indexés et vous pouvez typiquement, c'est ce que vous obtenez. Vous obtenez les labels et les différentes occurrences de ces labels au sein de la vidéo. Donc, vous voyez, c'est une vidéo avec beaucoup de personnes et vous pouvez même savoir quels sont les objets qui ont été reconnus. Alors, je vais regarder, il y a un passage qui m'intéressait avec un cheval. Voilà, il y a un cheval qui est détecté dans cette vidéo. Voilà. Alors c'est Rebelle, c'est le film Rebelle. Et donc là, vous voyez que dans cette vidéo, il y a un passage où c'est dessiné en 2D et on migre vers le rendu en 3D qui est de plus en plus réaliste. Là, il n'est pas du tout réaliste. Eh bien, le modèle vidéo est capable de reconnaître qu'il y a un cheval ici. C'est un cheval 3D, hein, c'est pas un vrai cheval, mais il est reconnu quand même, ainsi qu'une personne, ainsi que Rebelle là sur le cheval. Vous voyez, et c'est reconnu et c'est tracé. Donc ça même si je l'ai vu X fois, ça continue de m'épater pas mal. Voilà, et donc ça signifie que vous pouvez, vous voyez là, il y a un ours polaire dans les vidéos qui est détecté. Alors j'allais dire c'est parfait, c'est pas parfait. Tout ce qui est machine learning, mais en général, n'est pas parfait, mais c'est des résultats excellents. C'est très très bon. Ok. Voici un exemple de comment l'utiliser en Python. Donc il y a juste à importer le package, créer un client et dire là, moi c'est l'object tracking par exemple qui m'intéresse. Vous pouvez éventuellement ne travailler que sur certaines parties de la vidéo. Ça peut fonctionner sur des vidéos très très longues. Hein, donc, et après vous appelez annotate vidéo. Alors là c'est en général pas du temps réel parce qu'il faut quand même avoir le temps de, même si c'est distribué, d'extraire les frames de la vidéo. Mais vous obtenez le résultat. Et là moi dans ce petit tuto là, c'est moi qui l'ai écrit. Eh bien je vous montre comment vous pouvez par exemple extraire des animations. Ça c'est un GIF animé que j'ai généré à partir de la vidéo. Et voilà. Et donc là, c'est cette chenille qui est détectée. Voilà. Donc vous verrez, si ça vous intéresse, j'ai décrit absolument toutes les fonctionnalités du modèle vidéo. Alors on a vu tout ce qui était visuel. Maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est textuel. C'est en fait le champ premier sur lequel les chercheurs ont travaillé, puisque sur un ordinateur, avant de traiter des images, on a bien sûr traité du texte. C'est un champ. Donc pour le texte dans des images, ça s'appelle OCR. Quand on traite du texte pour le texte, ça s'appelle NLP, Natural Language Processing. Donc c'est un champ énorme sur lequel des sociétés se sont aussi spécialisées et ont travaillé. Il y a des chercheurs qui ont travaillé toute leur carrière sur le domaine. Donc c'est un champ extrêmement vaste. On souhaite bien sûr comprendre ce qu'il y a dans du texte. Donc ça fonctionne au niveau de livres entiers, d'articles entiers, de chapitres, de paragraphes ou de phrases à tous les différents niveaux. Et donc là, je vais vous montrer des exemples sur une phrase. Donc toujours une phrase qui traite de Tolkien. Donc ce que peut faire un modèle NL, en tout premier lieu, c'est bien sûr vous dire dans quelle langue est la phrase, et puis vous donner la syntaxe exacte de cette phrase. Donc là, vous voyez, j'obtiens les verbes, les noms, les adjectifs, les articles et même la ponctuation. Les sociétés spécialisées que moi j'avais croisées ces dernières 20 années, ne traitaient pas la ponctuation, n'étaient pas capables de reconnaître les lemmes. Les lemmes, c'est la forme canonique, donc ça vous permet de travailler avec les singuliers, avec l'infinitif. Donc ça peut être si vous allez à ce niveau-là de la compréhension d'un texte, ça vous permet de travailler de façon très très granulaire, très fine. Ok. Comme dans les images, un modèle NL est capable de détecter des entités. Alors pour simplifier, c'est mappé sur différentes classes. Donc là, par exemple, en rouge, on a 3 classes qui sont reconnues dans cette phrase. En rouge, on a des personnes.
Et même plus précisément, ici, Tolkien, bien sûr, c'est une personne, mais c'est une entité web. Et donc, la chose magique qui m'a bluffé ici, c'est que Tolkien, ici, est reconnu exactement de la même façon qu'il est reconnu auparavant dans l'image. Et j'ai le même identifiant ici qui me décrit Tolkien. Voilà, donc je peux savoir exactement qu'on parle de la même personne dans un texte et que cette même personne est présente dans une image. Un écrivain, un poète, etc. Ce sont des personnes aussi. British ici est mappé sur le Royaume-Uni, qui est une localisation. Et les 3 livres à la fin sont chacun reconnus comme œuvres d'art. C'est un mapping parfait. Ouais, et donc là, j'ai aussi un lien, un petit bonus vers la fiche Wikipédia du Silmarillion. OK. Alors, autre fonctionnalité assez intéressante qui est possible aussi sur des images et des vidéos que je vous ai pas montré, c'est de la classification. Ça, c'est utilisé par exemple par des organes de presse qui ont des archives qui ont été numérisées, mais qui n'ont jamais existé sous forme informatique, puisqu'ils étaient imprimés directement à la source. Et donc, savoir comment des archives peuvent être classifiées, ça, c'est assez intéressant. Donc, cette même phrase, si je demande au modèle Enel comment je dois la classifier, ben, il me dit qu'à 97%, ça doit être classifié sous livre et littérature, et c'est un résultat parfait. Vous voyez, donc ça me suggère aussi 2 autres résultats avec des taux de confiance un peu moins importants. OK. Et enfin, le pendant de la reconnaissance de sentiments dans les images, ici, c'est la reconnaissance de l'analyse de sentiments, savoir si un texte est positif ou négatif de façon globale, donc au niveau d'un chapitre, d'un paragraphe, d'une phrase, mais aussi au niveau d'une entité éventuellement. Donc, encore une fois, une très très grande granularité. Alors, pour tester ce modèle-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 critiques du Hobbit, une critique du New York Times, donc du siècle dernier, quand le Hobbit était sorti, et une critique plus récente d'un réseau social de grands lecteurs. Donc, Pauline a détesté le Hobbit. Et donc, ce que j'obtiens, donc là, je vous montre le résultat au niveau des phrases. Ce que j'obtiens, c'est un score entre -1 et +1. Et ici, les phrases négatives viennent bien de la critique de Pauline, qui a détesté le Hobbit, et les phrases positives viennent de la critique du New York Times. Et bien sûr, là, je vous ai pas tout montré, mais il y a on est en général plutôt neutre, donc il y a un grand nombre de phrases qui sont neutres. Alors, j'ai vu une petite question. Les outils de machine learning proposés sont-ils payants? Quelles sont les conditions d'utilisation? Alors, oui, c'est en général payant. Ce qui se passe, c'est qu'on a très souvent un tiers, ce qu'on appelle un free tier, donc un tiers gratuit. C'est-à-dire qu'il y a ces API peuvent être utilisés en deçà d'un certain seuil gratuitement chaque mois. Donc, par exemple, je crois que vous pouvez faire une analyse de 1000 images chaque mois gratuitement. Et donc, vous pouvez obtenir des résultats. Bien sûr, au-delà d'un certain usage, ça devient un usage professionnel ou en tout cas un usage très utile pour vous. Et là, vous devez avoir un compte avec un système de paiement. La façon dont il y a jamais aucune licence. Je crois que tout le monde s'est aligné sur cet usage-là. Il n'y a jamais de coût de licence, de frais d'entrée à payer. C'est vraiment, et c'est ce qui est intéressant avec les technos du cloud, c'est un paiement à l'usage. Donc typiquement, une fois que vous avez dépassé le seuil gratuit, vous allez dire, bah voilà, moi je vais faire, vous êtes par exemple facturer tous les milliers donc si vous faites une analyse sur 1000 images, vous allez être facturé sur cette tranche-là, etc. Et puis bien sûr, plus vous utilisez les API et moins c'est cher. OK. Alors, donc, voilà, sur l'analyse de sentiments, donc là, vous voyez comment ça fonctionne. C'est utilisé par des sociétés pour analyser, par exemple, les emails qu'ils reçoivent. Alors, ça peut être. Alors, donc, moi, je connais une société qui s'appelle Ocado en Angleterre qui utilise ça sur les emails qu'elle reçoit au sein du service client. Et les emails négatifs sont traités en priorité dès le matin. Et c'est très très efficace puisqu'en fait, les emails négatifs en général correspondent à des problèmes sous-jacents. Et c'est les problèmes qu'il faut résoudre le plus vite. Un email qui est très positif, bah, vous pouvez peut-être attendre l'après-midi pour y répondre.
pour remercier la personne, etc. Donc, vous voyez, donc ça permet à ces sociétés-là qui eux-mêmes ont des sociétés des équipes de data scientists, ils ont fini par utiliser notre modèle NL parce qu'il fonctionne très très bien. Il y a d'autres sociétés qui utilisent de tels modèles pour analyser la façon dont on parle d'eux, notamment dans les réseaux sociaux. Et donc, par exemple, ils récupèrent tous les tweets de certains flux et puis ils détectent comment on parle de leur société ou de tel ou tel produit grâce à l'analyse de sentiments au sein de texte. D'accord? Donc, ça permet de faire des statistiques, de voir des tendances et puis éventuellement de réagir. Tiens, quand vous avez un pic de commentaires négatifs, ça vous permet aussi d'être, même ne serait-ce que du point de vue communication, d'être beaucoup plus efficace. Est-il possible de récupérer l'API en local et faire l'analyse hors ligne si je veux analyser mes photos perso et préserver ma vie privée? Alors non. Donc, c'est-à-dire que les modèles cloud dont je vous parle, ce sont des modèles très gros, qui ont été entraînés sur à minima des centaines de milliers d'échantillons et très souvent sur des millions d'échantillons. C'est des modèles assez gros, avec une infrastructure distribuée. Donc, et puis en plus, il y a des problèmes de propriété intellectuelle. Donc non, vous ne pouvez pas télécharger les modèles de Google Cloud. En revanche, et vous verrez plus tard, il y a moyen d'avoir des versions light. Et puis, suivant, par exemple, si vous êtes développeur Android, eh bien, il est très possible que certaines de ces API soient disponibles en offline ou en local, en tout cas, sous une version light, donc peut-être avec moins de précision. Peut-être, encore une fois, vous allez pouvoir faire un certain nombre de requêtes gratuitement, et puis au-delà d'un certain usage, il faut passer en mode payant. Mais donc il y a, d'une façon générale, non, vous ne pouvez pas télécharger ces modèles-là, mais suivant au cas par cas, je crois que Chrome intègre la détection de visage dans une API gratuitement, donc en version allégée bien sûr. Voilà. Donc au cas par cas, suivant votre domaine de travail, oui, regardez, il est très possible que, par exemple, je crois que ça s'appelle Mobile Kit, donc le kit mobile, il est très possible que certaines de ces API existent en version allégée dans votre cadre de développement. Ok. Et donc, bien sûr, parfois c'est totalement gratuit. Et donc la différence entre le gratuit et le payant, ce sera soit la qualité des résultats, ou soit le volume, bien sûr, de requêtes que vous souhaitez faire. Ok. Voilà un exemple en Python. C'est toujours la même chose. Vous créez un client. Vous fournissez le document que vous avez. Donc ici, je fournis un document texte. Vous pouvez appeler Analyze Sentiment et vous obtenez le résultat. Là, c'est quasi immédiat aussi. Et le score, c'est le taux de confiance. Vous avez le texte et la magnitude entre -1 et +1. Vous savez si c'est plus ou moins positif ou négatif. D'accord? Donc ça, c'est un tuto aussi que j'ai écrit. Je vous donnerai le lien vers tous ces tutos à la fin, qui décrivent bien sûr plus de fonctionnalités. L'autre pendant sur le NLP, si on est capable de comprendre du texte, bien parfois on a envie d'avoir ce texte-là dans d'autres langues. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que je me mettrai ma main au feu que vous avez tous au moins une fois utilisé Google Translate. Donc oui, on parle ici de Google Translate. Moi, avant de rejoindre Google, j'utilisais Google Translate et je me souviens, j'ai une anecdote, je me souviens d'une chose. En 2016, j'utilisais Google Translate encore pour traduire beaucoup de documents en langue asiatique, puisque je parle ni chinois ni japonais, et donc j'avais pas mal de ces sources-là et j'avais besoin de les comprendre, ou en tout cas comprendre. Et donc j'utilisais Google Translate pour traduire ça en français ou en anglais. Et ça marchotait, en 2016, ça marchotait, ça me permettait de comprendre ce qu'il y avait, mais clairement, on voyait que c'était une traduction faite par une machine, puisque les résultats étaient pas du tout naturels. Et puis, du jour au lendemain, en 2016, c'est passé quelque chose de bizarre. Du jour au lendemain, je me suis mis à obtenir des résultats qui étaient très très bons et qui m'ont fait douter, où je me suis dit, mais finalement, il y a des êtres humains ou pas qui font des traductions. Et bon, j'ai pas fait attention, j'étais très content. Hein, on ne parle que des trains qui sont en retard, donc ça marchait. Donc j'ai continué mon chemin et j'étais très content. Et donc j'ai appris en fait ce qui s'est passé, même si on avait communiqué, c'est que en 2016, les équipes de Google Translate sont passées d'un modèle qui était statistique à un modèle de machine learning.
Et ça a fourni un gain qualitatif énorme. Et donc, depuis 2016, c'est un modèle de machine learning que vous pouvez utiliser. Vous pouvez l'utiliser dans Google Search, je crois, enfin, où vous tapez translate.google.com, c'est gratuit. Mais si vous voulez l'utiliser de façon professionnelle avec suffisamment de volume, c'est disponible sous forme d'une API. Et c'est un très, très gros modèle de machine learning qui tourne derrière et qui tourne sur plus d'une centaine de langues. Ça fonctionne sur du texte, sur du HTML. Et encore une fois, alors, on n'est peut-être pas au niveau d'un traducteur professionnel. Il y a encore de la valeur ajoutée à faire ça avec des professionnels. Mais depuis 2016, la qualité ne cesse d'augmenter. Et nous, on arrive à le mesurer quantitativement puisqu'on fait des sondages et puis chaque année aussi, on fait des études approfondies. Et ça s'améliore parce qu'on ne cesse de fournir des meilleurs résultats, mais peut-être que sans le savoir, vous avez indirectement amélioré Google Translate. Alors, je m'explique. Quand vous utilisez Google Translate, vous avez un petit bouton. Quand vous obtenez le résultat, la traduction, vous avez un petit bouton qui vous permet de dire « cette traduction n'est pas bonne ». Quand vous faites ça, indirectement, en quelque sorte, vous dites, alors vous ne fournissez pas un contre-exemple, mais vous permettez au modèle de savoir que ce qui a permis d'arriver à ce résultat n'est pas bon. Et donc, indirectement, vous allez faire en sorte que le modèle, lors d'un prochain entraînement, va converger vers un autre résultat, qui a priori sera meilleur. Et c'est comme ça que le modèle s'améliore. Et encore mieux, vous êtes à même aussi de fournir une meilleure traduction. Et alors là, c'est génial, c'est l'idéal. Si vous fournissez une meilleure traduction, eh bien le modèle va apprendre de ça et va converger on converge vers la qualité humaine. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, mon exemple en Python, il est un peu illisible puisqu'en fait, il y a 2 lignes utiles. Vous créez un client et vous appelez Translate et c'est tout, et vous avez le résultat tout de suite. Le reste, c'est pour loguer, pour que ce soit visible. Voilà. OK. Donc, on a vu tout ce qui était possible sur ce qui est visuel, sur ce qui est textuel. Maintenant, on va parler de la voix. Les 2 modules, speech to text et text to speech. Et encore une fois, c'est le machine learning qui a permis d'avoir des résultats bluffants, des résultats au niveau humain et des résultats qui fonctionnent en temps réel. Alors, le premier élément, speech to text, donc vous parlez, vous avez un flux audio avec de la voix et vous retranscrivez ça sous forme textuelle. Et bien, en fait, peut-être vous n'y avez pas réfléchi, mais c'est la brique de base d'un assistant. Vous avez probablement vu autour de vous un assistant, que ce soit celui d'Amazon, celui de Google ou Siri si vous êtes dans l'écosystème Apple. Si vous avez un appareil Android, vous avez un assistant qui est embarqué sous Android. Et donc, vous êtes à même de parler à ces assistants et votre voix est retranscrite en temps réel sous forme textuelle. Et ce qui se passe derrière pour l'assistant, c'est que le texte est analysé grâce au modèle NL. Et donc, on arrive à comprendre ce que vous venez de prononcer, non seulement à le retranscrire en texte, mais à analyser le flux texte. OK. Et donc ça marche grâce à un modèle de machine learning. J'ai croisé des sociétés, pareil, ces 20 dernières années, qui faisaient ça, qui travaillaient au niveau du phonème, qui essayaient de découper les flux audio au niveau du phonème. Et ça marchotait, mais en fait, le machine learning a permis d'aller au-delà, d'aller à un niveau extrêmement fin. Un petit résultat qui est très sympathique aussi, c'est que comme les modèles de machine learning sont entraînés à partir de véritables exemples et des exemples de notre vie quotidienne, le résultat magique, c'est qu'un modèle de speech to text, eh bien, il est robuste au bruit, puisque dans les flux audio qui ont permis de faire l'entraînement, il y avait du bruit. Par exemple, une conversation sur un smartphone, très généralement, vous avez du bruit. Soit la compression, ou soit vous avez un bruit qui vient de l'environnement. Eh bien, le résultat magique, c'est comme ça a été entraîné à partir de ces différents flux bruités, eh bien, les modèles sont résistants au bruit. Et quand vous parlez à un assistant aujourd'hui, même si vous avez un bruit environnant, voire même une deuxième voix par-dessus, eh bien, malgré tout, le modèle va être capable de comprendre la voix. Et même dans les dernières fonctionnalités, ce que nous on appelle la diarisation des interlocuteurs. Donc, on est capable, c'est en bêta aujourd'hui, on est capable de comprendre qu'il y a différents flux audio. Voilà. Donc ça, c'est en voie de perfectionnement, mais
on a les débuts d'être capable d'extraire différents flux textuels de différentes voix, alors qu'ils sont intercalés. Dans les choses intéressantes, on est aussi capable, et ça marchait pas il y a quelques années, de mettre de la ponctuation. C'est très très compliqué de savoir où la phrase se termine-t-elle. Si vous regardez des vidéos YouTube, vous avez cette fonctionnalité qui est intégrée. On est capable de faire de la retranscription automatisée et ça fonctionne très bien déjà dans différentes langues. Ok. Et donc, encore une fois, bien sûr, si on est capable de comprendre ce qu'il y a dans un flux textuel, on est aussi capable de comprendre où sont positionnés les différents mots. Donc, si vous avez des dizaines d'heures, voire des centaines, il y a des sociétés qui ont des centaines d'heures d'enregistrement, vous n'allez pas vous amuser à tout réécouter. Vous pouvez tout à fait passer un modèle speech to text et indexer, savoir où chaque mot est présent dans vos flux audio. OK. Voici un exemple. Donc ça, c'est aussi un tuto que moi j'ai écrit. Et alors le tuto est en anglais, mais j'ai mis un exemple en français. Je me suis enregistré, j'ai prononcé le début du corbeau et du renard de La Fontaine pour voir ce que ça donnait. Alors là, il faut l'aider un petit peu. Ça fonctionne mieux si vous lui dites dans quelle langue d'origine. Ça va plus vite en tout cas. Ça se situe. Donc là, je lui ai dit que c'était un flux français. Ça marche aussi sans, mais ça va plus vite. Je lui ai demandé qu'il me sorte la ponctuation dans le texte et qu'il me donne la position des différents mots. Et donc, c'est un petit fichier FLAC que j'ai enregistré. Et donc là, le résultat, ça me dit bien que la retranscription est mettre corbeau sur un arbre perché, tenez dans son bec un fromage, il n'y a pas de faute. Et j'ai un point à la fin de la phrase. Et le taux de confiance est de 93%. Voilà. Donc, des très bons résultats. Bien sûr, l'être humain fait encore mieux, mais ça ne cesse de converger. Petite question, speech to text, c'est derrière la fonction subtitles en Google Meet. Oui, exactement. Je vous ai parlé de YouTube, mais Google Meet, c'est la même chose. Et donc, ce qui est bluffant, c'est que ça fonctionne en temps réel et avec des très bons résultats. Alors, l'autre pendant, le text-to-speech. Alors, pareil, et ça, j'avais même intégré dans la première liseuse, donc le premier livre électronique qu'on avait sorti en 2000. J'étais super fier. J'avais travaillé 3 semaines sur le sujet. J'avais intégré un moteur de synthèse vocale, de text-to-speech, TTS, à ce premier livre électronique. Et on pouvait appuyer sur lecture pour écouter le livre. Et chaque mot était synchronisé. J'étais super fier. Techniquement, ça marchait. On a lancé la mise à jour et personne ne l'a utilisé. En fait, l'explication elle est assez simple, c'est que il y a 20 ans, c'était un robot. La synthèse vocale, c'était une voix robotique. C'était du type Alice au pays des merveilles. C'était insupportable. Donc, c'était vraiment un gadget. Vous le lanciez et vous l'utilisiez 30 secondes. Aujourd'hui, et depuis qu'il y a des assistants, c'est la fonctionnalité magique, vous êtes capable de parler à un assistant et l'assistant va vous répondre et vous donner la réponse sans que vous n'ayez besoin de la lire. Voilà. Et donc ça, chez nous, c'est grâce à DeepMind. Donc c'est une équipe qui ne fait que du machine learning, du deep learning. Et DeepMind, vous les connaissez peut-être, vous avez dû entendre parler il y a quelques années qu'une équipe avait battu le champion du monde du jeu de Go, c'est DeepMind. Plus récemment, ils ont battu des gamers à StarCraft, donc un problème très compliqué aussi, sur juste une fenêtre avec un flux vidéo d'un jeu vidéo, être capable de comprendre qu'on est dans une carte, qu'il y a des personnages, qu'on peut se déplacer, reconstituer la carte, et comprendre et élaborer des stratégies. Ils ont battu des champions du monde de StarCraft à ce jeu-là. C'est bluffant. Et donc là, sur la voix, la spécialité de DeepMind, c'est qu'ils sont capables de partir de zéro sur un problème et en partant from scratch, de générer un modèle. Et donc, sur la génération de voix humaine, c'est une techno qui s'appelle WaveNet. C'est si vous avez un assistant Google, donc sur un appareil Android, ou si vous avez un Google Home ou un Google Mini, c'est une voix WaveNet. Et la magie, c'est qu'on s'en rend pas compte, c'est très naturel. C'est très agréable, mais si vous y réfléchissez, c'est un problème très compliqué à résoudre. Et là, WaveNet l'a résolu. Ils l'ont résolu de 2 façons. Non seulement c'est très naturel, mais en plus, c'est mieux que du temps réel. En 1 seconde, vous êtes capable de générer 20 secondes de flux audio. Voilà, donc ça peut être très très pratique. Je vais peut-être vous montrer, normalement vous entendez le résultat. Ici, c'est d'un côté, donc bien sûr, ces modèles sont entraînés avec
des vraies voix humaines. Et donc ici, vous avez la phrase qui est prononcée par la personne qui est à l'origine de la voix WaveNet, et vous avez la même phrase prononcée par par le modèle ML. Et le jeu qu'on a eu avec mes collègues, c'est, on a bien sûr des dizaines et des dizaines d'échantillons de la sorte, ça a été d'essayer de voir quelle est la vraie voix et quelle est la voix WaveNet. Je vous fais écouter et à vous d'essayer de deviner quelle est la voix d'origine. She earned a doctorate in sociology at Columbia University. She earned a doctorate in sociology at Columbia University. Alors, honnêtement, j'arrive pas. Là, j'ai le son audio en direct. Je suis incapable de dire la différence. Et la différence, c'est la voix d'origine, c'est dans le flux de droite. C'est extrêmement bluffant. Sur des phrases plus longues, sur certaines tournures de phrases, des fins de phrases, on arrive à faire la différence. Mais le résultat est extrêmement bon. C'est super confortable. Je vais vous faire une autre démo. Je vais aller sur le site de recherche en français pour vous illustrer un autre propos. Donc, je suis bien sur Google France et peut-être vous n'aviez pas remarqué, mais il est tout à fait possible de faire des recherches vocales. Et donc, ça utilise ce module en temps réel. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer. Ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une recherche en français, mais avec un accent, pour voir si ça fonctionne. OK, pour utiliser le microphone. Quelle est la température à Paris? Il fait actuellement 8 degrés à Paris. Donc, je ne sais pas si vous avez vu s'il y a suffisamment de bande passante, mais en temps réel, dès que je commençais à prononcer un mot, j'avais une proposition. Bien sûr, le résultat final est le meilleur et là, il est parfait. Quelle est la température à Paris? Donc, mon texte a été retranscrit, ma voix en temps réel en texte, elle a été analysée, a été comprise. La température a été récupérée. Vous voyez, c'est immédiat. Pour un développeur, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à faire. C'est immédiat et bien sûr, j'espère que vous l'avez entendu, le résultat a été prononcé quasiment immédiatement après que j'ai posé la question. Voilà. Donc ça, c'est les trois modules qui vous speech to text, NL et text-to-speech, c'est les trois modules qui font qu'un assistant vous fait gagner énormément de temps aujourd'hui. Il y a des solutions verticales complètes. Chez nous, il y en a une qui s'appelle Dialogflow, qui intègre ces trois modules et qui vous permettent de construire des chatbots. Si vous vous souvenez des solutions que les banques avaient intégrées il y a quelques années, vous étiez obligé d'hurler « je veux mon relevé de compte ». Vous étiez obligé de répéter plusieurs fois, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, ça fonctionne extrêmement bien puisque vous avez des technologies très très proches de la qualité humaine. Ça, c'est un autre tuto que moi j'ai écrit pour générer de la voix. Et donc, juste avec ces quelques lignes, ça fonctionne en français, hein, bien sûr, mais comme c'est des tutos génériques que j'écris en anglais, là, vous êtes capable de dire quelle est la température à Sydney avec l'accent australien, à Londres avec l'accent britannique, à Delhi avec l'accent anglais-indien, et bien sûr, il y a des voix américaines. Et vous avez le choix, en général, vous avez plusieurs voix, et c'est disponible en français, vous avez plusieurs voix françaises, vous avez plusieurs voix français-canadiens aussi. C'est assez rigolo, voilà. Ok, donc on a vu tout ce qui, enfin tout, c'est un bon tour d'horizon, on va dire, de ce qu'il est possible de faire avec des modèles pré-entraînés aujourd'hui. Mais dans certains cas, ce sera insuffisant. Ça ne marchera pas pour des cas précis, pour des besoins métiers précis peut-être. Je vais vous illustrer ça avec cet exemple. Donc par exemple, si je donne ces deux images au modèle Vision, je vais obtenir quasiment les mêmes résultats, puisque essentiellement, ce sont des photos de nuages dans le ciel. D'accord? Donc, il y a des petites différences, mais c'est quasiment les mêmes résultats. Mais si j'ai envie de fabriquer une application météorologique, où n'importe qui pourrait envoyer une image du ciel, et puis sur la base d'heuristiques, de gens qui travaillent à la campagne, d'agriculteurs qui savent reconnaître les nuages et dire, tiens, probablement il va pleuvoir dans 2 heures, j'aurais besoin de comprendre, de reconnaître la forme des nuages. Donc là, je suis coincé. J'ai par exemple besoin de savoir qu'en haut, j'ai un cirrus et en bas, un altocumulus. OK? Eh bien là, AutoML, c'est une extension. AutoML vous permet, les techniques AutoML
c'est un terme que nous, on a poussé, on va dire, qui devient assez générique, qui est très parlant. Donc, les techniques AutoML vous permettent de construire vos propres modèles sur la base de vos propres échantillons. Donc, cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué. Vous avez besoin de travailler un petit peu plus. Cette fois-ci, vous avez besoin de fournir vos données d'entraînement. Vous avez besoin de créer un dataset, un jeu de données d'entrée. Tout ça, c'est privé. Google ne réutilise pas ça. Je pense que les autres fournisseurs de cloud non plus. Normalement, on est vraiment dans le cadre d'un projet, par exemple, avec tout ce que vous faites est privé. C'est votre projet à vous. Donc là, vous fournissez vos images, vos vidéos, vos textes et même plus. Et vous créez un dataset en fournissant les exemples que vous avez à disposition. Tout le reste est automatisé. Vous lancez un entraînement qui, sur la typologie du problème à résoudre, va créer le meilleur modèle. Donc là, c'est vraiment l'état de l'art en fonction des connaissances que l'on a aujourd'hui. L'entraînement est automatisé. Par expérience, en général, il faut faire 2 ou 3 itérations, je vous expliquerai un peu après. Et après, pour l'entraînement, en fait, vous avez 2 solutions. Soit vous voulez la meilleure qualité possible et vous choisissez un modèle cloud. Et donc là, cette fois-ci, le modèle cloud, il va être disponible à peu près comme vous avez vu auparavant sous forme d'API. Donc, soit une API en temps réel et vous faites des prédictions en live. On va faire une démo juste après, vous allez voir comment ça marche. Soit, si vous avez une grande masse de prédictions à faire, vous pouvez aussi le faire en mode batch. Donc, par exemple, toutes les 24 heures, vous avez besoin de faire des analyses avec votre modèle personnalisé. Bien, vous allez utiliser le mode batch. Et donc, AutoML chez nous va automatiquement déployer les instances nécessaires et vous fournir les résultats automatiquement dès que ce sera prêt. D'accord. Mais vous avez une autre possibilité avec AutoML, c'est d'entraîner un modèle Edge. Et ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement bluffant. Un modèle Edge, c'est un modèle que vous pouvez exporter. Et vous pouvez l'exporter pour le faire tourner ailleurs. Voilà, donc ça répond à votre question de tout à l'heure, qui est de est-ce que je peux télécharger pour faire tourner ailleurs, en local. Voilà, donc un modèle Edge est la solution pour vous. La différence entre les deux, c'est la taille. Voilà, le modèle cloud ça va vraiment être l'état de l'art. Le modèle Edge va être un modèle light, pour faire simple, que vous allez pouvoir télécharger, qui va vous fournir des résultats en live ou en offline. Donc, une fois que vous avez le modèle, vous pouvez le faire tourner en local. La différence, c'est que le modèle va être moins précis. Donc, éventuellement, il va faire plus d'erreurs. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le faire tourner donc ce modèle dans un container Docker. Donc, ça veut dire sur une chaîne de production. Moi, j'ai dû produire 600 000 liseuses du temps où je travaillais chez Bookin et on avait des problèmes qualité. Et être capable de comprendre ce qui se passe sur une chaîne de production, c'est génial. Typiquement, c'est ce que je ferai aujourd'hui. J'installerai des caméras et je ferai dans un Raspberry suffit. Hein. Je ferai de l'analyse de ce qu'il y a dans le packaging ou de ce qu'il y a sur la carte électronique. Vous pouvez exporter ça. Donc, si vous avez un peu plus de connaissances en TensorFlow Lite, un modèle TensorFlow Lite aussi peut fonctionner dans une application Android ou iOS. Donc, ça vous permet de faire de la prédiction dans une application mobile. Et autre chose plus récent aussi, vous pouvez, ça c'est ce qui est plus récent, vous pouvez faire un export en TensorFlow.js. Ça signifie que vous pouvez faire des prédictions en JavaScript dans une page web. Je vais vous montrer un exemple juste après. Donc, pour créer votre dataset, là, si on veut reconnaître des nuages, vous avez besoin de photos de nuages. Donc ça, c'est un problème de classification. Je veux reconnaître que telle image est un altocumulus, telle image est un altostratus, etc. Il n'y a pas besoin de millions d'exemples ou de milliers d'exemples. Bon, idéalement, 1 millier, mais à partir de quelques centaines d'images, ça marche très, très bien. Donc, vous voyez ici, j'ai 200 images d'altocumulus, etc. Voilà. Donc, vous labellisez les images. Vous lancez un entraînement. Donc là, j'ai fait 2 entraînements. Un premier entraînement d'1 heure où j'ai vu ce qui m'a on est humain, on fait des erreurs, donc ça m'a permis de voir qu'il y avait des erreurs dans des mauvais labels sur certaines images. Donc ça m'a permis d'améliorer mon dataset. J'ai vu qu'il y avait des erreurs et suite à ça, j'ai lancé un entraînement de 3 computer hours et j'ai un modèle qui à plus de 9 fois sur 10 est capable de m'identifier les images. La façon dont ça marche, c'est que sur le dataset que vous donnez, il y a 80% de ce dataset qui est utilisé pour faire de l'entraînement, 10%, je vous montrerai un peu après, qui sert à faire de la validation avant de faire l'entraînement. Et les 10 derniers pourcents, ça c'est classique, servent à faire du test. Une fois que vous avez un modèle, il faut réserver
les experts considèrent que 10% c'est bien, 10% de vos échantillons pour tester, pour voir si votre modèle fonctionne. Et ça, vous pouvez pas le faire avec des données d'entraînement, sinon vous trichez, puisque l'entraînement va converger vers les bons résultats. Sinon, vous auriez toujours des tests à 99%, d'accord ? Donc les tests sont faits sur des données que le modèle n'a jamais vues. C'est le secret pour bien évaluer la qualité d'un modèle. D'accord. Et donc là, typiquement, vous voyez que ce modèle est mieux que celui-là parce qu'il est très arrondi. Quand on fait de la classification, un outil qui est assez utile, c'est la matrice de confusion, qui vous permet immédiatement de savoir comment se comporte votre modèle. Et donc là, vous voyez, mon modèle est très très bon pour reconnaître les cumulus à 94% sur les échantillons de test, c'est reconnu quasiment tout le temps. Le cumulonimbus, pareil. Le cirrus. L'altostratus, pas mal, plus de 80%. En revanche, j'ai un souci avec les altocumulus. Quasiment une fois sur deux, il est reconnu comme étant autre chose. Ce qui se passe, il y a en général deux erreurs. Ça va devenir un art de créer des datasets de bonne qualité. Ce qui se passe assez souvent, c'est que vous avez peut-être un dataset déséquilibré. Là, en l'occurrence, c'est le cas. J'ai moins d'échantillons d'altocumulus que le reste. Pire que ça, mes échantillons d'altocumulus se ressemblent tous. Donc, ça sert à rien de donner les mêmes images. Il vaut mieux en donner moins, mais de donner des images bien distinctes. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un dataset équilibré. Et ça va au-delà. Si vous voulez, si vous devez faire des évaluations sur des échantillons humains, là, il va falloir faire attention à prendre en compte bien sûr toutes les populations humaines différentes. Si c'est la reconnaissance de personnes, bien avoir des personnes avec différentes couleurs de peau, par exemple. Vous avez dû voir circuler sur des vidéos virales des solutions qui marchaient avec des mains blanches et qui ne marchaient pas du tout sur des mains noires. Voilà. Donc ça, typiquement, si vous développez votre propre modèle, faites attention à ce qu'il n'y ait pas de biais. Il y a toujours du biais dans les données, donc il faut lutter contre ça. Sinon, votre modèle sera biaisé et quelque part ne marchera que pour certaines catégories de données. D'accord ? Et donc, une fois que j'ai fait mon entraînement, eh bien, je peux utiliser mon API sous différentes formes. Là, j'ai demandé à AutoML de déployer une instance, et ça signifie que je peux uploader directement des images. Et là, ça, c'est une image, bien sûr, qui n'a pas servi à l'entraînement, une image qui vient de mon smartphone que j'ai prise en Pologne. Et à 90%, il me dit que c'est une photo de cumulus, et c'est parfait, ça fonctionne. C'est parfait, c'est très très bon. Voilà, ça fera des erreurs entre 90 et 98%. Ça marchera, mais ça fera quelques erreurs sur certains échantillons. Ok, donc là, encore une fois, je vous montre ça sur des images, mais ça marche sur du texte, sur de l'image, de la vidéo et même des données structurées, des tables, des CSV, des bases de données gigantesques avec des téra, voire des pétaoctets. Et voici les fonctionnalités unitaires. Aujourd'hui, vous pouvez faire de la classification personnalisée, de la détection d'objets personnalisés dans des images, dans des vidéos. Dans des vidéos, bien sûr, en plus, vous pouvez suivre les différents objets qui sont détectés au sein de la vidéo pour faire de la reconnaissance d'action. Donc, par exemple, dans des sociétés sportives, analyse des vidéos pour reconnaître les séquences où il y a des penalties, les séquences où il y a des dunks en basketball, etc., etc. Sur du texte, vous pouvez faire de la par exemple, vous travaillez dans un hôpital, vous allez peut-être avoir des termes techniques, des médicaments, etc., etc. Vous allez vouloir faire de la traduction de termes très techniques. Là, AutoML peut être personnalisé et vous fournir des modèles custom qui répondent mieux à vos besoins. Après, il y a tout un champ que là, j'ai pas montré qui est sur de la donnée structurée. Donc, la base, par exemple, ne serait-ce que sur un CSV, vous pouvez tout à fait dire, voici toutes mes colonnes qui correspondent à des données, ça peut être du texte, des flottants, des entiers, du oui, non, toutes sortes de données, et vous dites, voici la colonne qui est la prédiction que moi j'attends. Dans les données que je donne, les résultats sont bons, c'est ce que j'attends, et donc vous pouvez lancer un calcul, de la génération d'un modèle personnalisé, AutoML Tables. C'est magique, j'ai croisé des centaines ces 2 dernières années, des centaines de data scientists. On a fait des workshops avec eux où ils ont à la main choisi eux-mêmes les algorithmes. Donc là, souvent, il y a des modèles de régression derrière. Donc là, il n'y a pas c'est pas du deep learning pour AutoML Tables, c'est de la régression. Mais AutoML et Tables est capable de générer des modèles de régression bien meilleurs que et tout ça grâce à une puissance de calcul derrière qui est phénoménale. Voilà, donc ça signifie que vous pouvez faire de la prédiction
prédire, tiens, est-ce que quelqu'un va cliquer, est-ce que quelqu'un va acheter tel produit alors qu'il a visité ça et ça avant. Vous pouvez faire de la recommandation personnalisée. Ok, c'est un champ extrêmement vaste. On est en train de consolider tout ça sous une plateforme AI unifiée qui fonctionne aussi bien pour les experts que pour les développeurs. Et donc, tout ce qui est AutoML aujourd'hui, ça, c'est une vue où je vous ai montré, vous pouvez faire ces détections personnalisées, ces prédictions personnalisées dans ces champs-là. Ce n'est que le début. AutoML, c'est un champ qui va, dès qu'il y aura un besoin métier, c'est un champ qui va se développer énormément. On va faire une démo tous ensemble, j'ai déjà dépassé l'heure. Donc, si vous vous souvenez, le modèle Vision, il est capable de reconnaître des émotions génériques, mais moi, j'aimerais bien savoir comment vous allez. J'aimerais bien vous voir aussi. Et donc, on va faire une petite démo avec des selfies. Ok. Et donc, moi, dans ces selfies, j'aimerais bien aussi savoir si tout va bien. Vous allez pouvoir me tirer la langue. Vous allez pouvoir bâiller ou dormir. Si je vous ai barbé, non, mais vous allez pouvoir tester ça aussi pour s'amuser. Et bien sûr, c'est pas un modèle qui existe. Reconnaître des gens qui tirent la langue, qui bâillent ou qui dorment. Et donc, moi, j'ai utilisé AutoML Vision avec des photos de moi, de mes collègues et de précédents participants qui m'ont donné l'autorisation. À peu près 200 images pour chacune de ces 3 catégories. Et mon modèle est maintenant capable de reconnaître ça dans des photos. Voici l'architecture de mon modèle. Vous allez pouvoir m'envoyer un selfie depuis votre téléphone ou enfin, il suffit d'avoir une webcam ou depuis votre laptop. Le selfie va être déposé dans un premier bucket. Un bucket, c'est un dossier dans le cloud. Ça va automatiquement déclencher l'appel à une cloud function qui ressemble fortement à ce que je vous ai montré avant sur la détection, l'analyse, la détection de visage. S'il y a un visage dans la photo, donc si vous prenez une photo de votre pied, ça va pas marcher. Mais s'il y a un ou plusieurs visages dans la photo, ça va prendre le visage avec le plus de pixels. Ça va appeler l'API Vision pour reconnaître la position des yeux, du nez, de la bouche. Je ferai un petit traitement, vous allez voir, vous allez obtenir le résultat sur votre téléphone. Et puis, dans un deuxième temps, on fera aussi un essai de mon modèle AutoML Vision. OK ? Allez, c'est parti. Donc là, je passe dans ma démo. Ah oui, je vais vous donner le lien directement dans le chat. La démo, et puis sinon je vous donne un QR code si vous voulez faire ça à partir, hop, je vais dans le chat, donc voilà la démo live pour vous connecter, hop, je reviens sur les questions, et voici le QR code, et si vous n'avez accès à aucun des deux, voilà l'URL bit.ly/ML Malte Academy. Donc je pense que un des 3 modes vous permettra de vous connecter. Hop. Alors, je vais passer directement à l'étape 1. Vous rafraîchissez la page. Ça va vous demander l'autorisation d'utiliser la webcam. OK. Et donc là, en premier mode, essayez de déclencher une des émotions génériques. Je vais essayer d'être sûr. OK. Donc ça, c'est le modèle Vision. Donc c'est un modèle générique. Donc là, il reconnaît parfaitement la surprise. Faire un deuxième essai. Ok, donc là, par la joie également. Les 2 autres émotions, la tristesse et la colère, c'est un peu plus compliqué, donc on verra si vous avez réussi à les déclencher. Je vais passer en mode AutoML maintenant. Et donc, en mode AutoML, si vous rafraîchissez la page, cette fois-ci... Ah oui, j'ai oublié de vous dire une chose, mais cette fois-ci, vous pouvez essayer de tirer la langue, de bâiller ou de dormir, ok ? Donc, vous aurez remarqué que j'ai rajouté une petite moustache à tout le monde. Donc, comme le visage est détecté et que j'ai la position du nez et de la bouche, je connais à peu près où se situe le milieu de la moustache. Et puis, j'ai pris les yeux pour connaître l'inclinaison du visage. Voilà, et c'est comme ça que j'arrive à rajouter une petite moustache à tout le monde en incrustation. Donc là, si vous voulez améliorer le modèle, vous pouvez donner votre accord pour utiliser les selfies, que pour cette démo-là. Et puis, allez, un dernier essai, et puis après, on va voir ce que ça a donné. Allez, je vais dormir. Alors bien sûr, on pourrait dire que je triche puisque mon modèle a été créé avec des images de moi. Donc heureusement que ça fonctionne, il est capable de reconnaître quand je dors puisque j'ai donné des images très similaires à celles-là pour l'entraînement. Mais ce qui est magique avec un modèle ML, c'est que c'est censé fonctionner aussi avec des images qu'il n'a jamais vues puisqu'il arrive à apprendre. Voilà. Donc là, sur l'API générique,
suis tout seul à faire. Non, je suis pas tout seul. Je suis le seul à avoir été joyeux. La surprise, ouais, surprise et autre chose. Là, très surpris, on est d'accord, ça marche. Personne de triste ou en colère. Et alors là, sur les langues tirées, donc là, on est 3. Alors là, non. Là, il y a une erreur, vous voyez. Alors, on peut définir le seuil. J'ai pas affiché à quel seuil ça a été déclenché. Mais là, je pense que ça doit être Clémentine. Je pense que Clémentine n'a pas tiré la langue. N'hésitez pas, les photos vont continuer à apparaître. N'hésitez pas à continuer les essais. Là, quelqu'un qui baille, ok, très bien. Là, on est bien en train de dormir. Ok, pas d'autres. Ok, donc là, vous voyez, ça, c'est un faux positif. C'est une erreur. C'est une prédiction qui est faite, mais elle est pas attendue. Je pense pas que Clémentine ait tiré la langue. Donc, typiquement, pour améliorer mon modèle, il faudrait que j'utilise cette photo-là et que je réinjecte en disant là, il n'y a aucun des 3 cas de figure. Je pense pas que Clémentine soit en train de bailler non plus. Ok. Pas d'autres essais. Ok. Et donc finalement aussi, j'ai fait appel à la détection d'objets et donc je suis capable de savoir. Vous voyez, là, ça marche bien. Hein. Là, vous avez mis quelque chose devant votre visage, et bien, il a quand même réussi à interpoler à partir du reste. Il a été capable de conclure qu'il y avait bien des lunettes ici. Et puis, comme il m'a donné la position de la bouche et du nez, mais derrière, je ne sais pas si c'est une tablette ou un journal, et bien en fait, voilà, j'ai la moustache qui est affichée en superposition. Et donc tout ça, ça tient en quelques lignes. Vous voyez, ça c'est la fameuse fonction qui est appelée dès qu'il y a un selfie qui est déposé. Je fais une demande. Si jamais il y avait un zombie qui participait, qui arrivait dans la conférence, il serait détecté ici comme étant une image violente. Face detection, c'est ça qui me permet de savoir s'il y a un visage. Et object localization, c'est ça qui me permet, par exemple, de reconnaître que quelqu'un a une cravate, des lunettes, une chemise, un t-shirt, etc. Vous voyez, juste ces quelques lignes-là me permettent d'avoir l'analyse en temps réel. Hein, en moins d'une seconde, j'ai le résultat. Et derrière, c'est mon petit paquet de Stage Club où je rajoute la moustache à tout le monde. OK. Ce que je souhaite que vous reteniez, c'est que c'est extrêmement simple à utiliser. Et c'est ce qui, moi, me bluffe. Je vais juste passer quelques minutes à vous expliquer, donner un peu plus de détails sur comment ça fonctionne. Quand vous voulez évaluer un modèle, alors les experts ont appelé les positifs les résultats qui sont fournis, qui sont retournés par le modèle, que ce soit des détections ou des prédictions, ce sont les positifs. Les bons résultats, ce sont les vrais positifs, et bien sûr, les mauvais résultats, exactement comme quand Clémentine avait ses doigts devant la bouche mais ne tirait pas la langue, c'est un faux positif, d'accord. Et à l'inverse, il y a les résultats que vous ne souhaitez pas avoir, qui sont appelés les négatifs, et parfois ils vont sortir. Et donc, parfois, ils ne vont pas sortir. Et donc là, ce seront des faux négatifs. Donc, vous avez ici les vrais et les vrais positifs, les vrais négatifs. Et bien sûr, les erreurs, ce sont tout ce qui est faux, les faux positifs et les faux négatifs. Et ces erreurs vont intervenir de 2 façons différentes. De façon assez générale, vous allez soit vouloir un modèle avec les meilleurs résultats qualitatifs possibles. Donc là, vous allez vous pencher sur la précision. Et la précision du modèle, c'est là où vous allez vouloir minimiser le nombre de faux positifs. La précision d'un modèle, c'est sa qualité, en quelque sorte, d'accord, l'exactitude du modèle. Et à l'inverse, et le cas d'usage le plus courant, c'est si vous faites un moteur de recherche et vous voulez fournir le plus de résultats pertinents et c'est l'utilisateur qui va faire le tri. Là, vous allez vous plutôt regarder le recall, donc la métrique, le rappel du modèle. Et avec le recall, on cherche à minimiser le nombre de faux négatifs. Donc, on cherche à fournir le maximum de résultats pertinents. D'accord? Donc là, c'est plutôt une métrique qualitative. Et suivant le seuil que vous allez fournir, vous allez travailler plus la qualité ou la quantité, suivant le seuil de l'indice de confiance que vous allez choisir. Comment ça fonctionne si on soulève le capot? Alors nous, en interne, on appelle ça le meta-learning ou l'apprentissage à apprendre. Et donc, avant de lancer un entraînement, donc ça c'est unique chez Google, il y a un papier de recherche là-dessus si vous voulez creuser le domaine, ça vous intéresse. Ça s'appelle NAS, Neural Architecture Search. Vous trouverez, il y a des papiers de chercheurs Google sur le domaine. En fait, on cherche, avant de lancer un entraînement avec une architecture donnée, on cherche déjà on fait un premier entraînement pour savoir quelle est la meilleure architecture possible. Typiquement,
quelle est l'architecture qui va nous donner le meilleur résultat possible dans le temps le plus petit possible. Voilà, donc c'est un problème d'optimisation, mais c'est encore une fois un modèle de machine learning. Et c'est pour ça qu'on a développé, c'est extrêmement consommateur en ressources. C'est pour ça qu'on a développé du hardware dédié qui permet de faire ça beaucoup plus vite, ce qu'on appelle des TPU, des Tensor Processing Unit. Les cartes graphiques, les GPU permettent bien sûr de faire de l'entraînement et de l'inférence de la prédiction, mais il y a du hardware dédié qui permet de faire ça encore plus vite aujourd'hui. Quelque chose qui s'appelle transfer learning, donc de l'apprentissage de transfert, c'est au cœur de la technique AutoML. Donc vous avez à gauche le modèle préexistant, donc par exemple le modèle Vision chez nous. Quand vous fournissez des nouvelles images pour AutoML Vision, ce qui se passe, c'est que vos images sont là et AutoML Vision va créer des couches supplémentaires qui vont permettre de spécialiser votre modèle. Et donc en fait, votre modèle à vous, il est là, mais votre modèle privé à vous, il est ici en fait. Ce sont ces couches-là. C'est vous, c'est ce qui permet d'adapter, de personnaliser le modèle, d'accord. Et donc à l'issue de ça, vous avez ce modèle enrichi. Et un dernier élément qui permet d'avoir des meilleurs résultats, c'est le peaufinage des hyperparamètres. Qui était jusqu'à maintenant fait avec des algorithmes plus ou moins à la main. On a développé quelque chose, ça aussi c'est unique chez nous, qui s'appelle Hypertune, qui est disponible sous forme de l'API Visir. Et pour faire simple, c'est ce qui permet de converger plus vite ou de faire des prédictions plus vite sur les modèles. Et bien en fait, c'est ce qui permet d'avoir des optima meilleurs. Typiquement, Visir va trouver cet optima sur ce graphe, alors que les experts sur les 10 dernières années n'arrivaient qu'à avoir un de ces optimums un optimum parmi ceux-là auparavant, donc qui était de moins bonne qualité. Ok, je répondrai à la question en décalé après. Pour vous donner une idée, ça c'est un de mes prochains projets qui fonctionne déjà, mais j'écrirai un article dessus et je fournirai du code source. Si vous vous souvenez, j'ai fabriqué des liseuses. Et donc, j'avais ces problèmes qualité. Et un des problèmes, par exemple, c'est être capable de détecter des composants sur une carte électronique. Et donc, j'ai essayé avec AutoML Vision. J'ai pris une centaine d'images, donc c'est pas beaucoup, et sur de cartes électroniques diverses et variées. Et sur chacune de ces cartes électroniques, j'ai détouré les chips, donc les circuits intégrés. Et donc ça, c'est le travail le plus fastidieux. J'ai lancé un modèle AutoML Cloud et Vision, et Cloud et Edge, et mon modèle Edge, je l'ai exporté. Et ça, c'est une vue, ça c'est une page web où je fais tourner, alors je vous montre, voilà. Et donc là, ça c'est mon bureau, c'est juste à côté de moi, à côté de mon laptop, et je déplace une carte électronique en dessous, ça tourne dans une page web, et mon modèle TensorFlow.js est capable de me faire des prédictions en temps réel. Vous voyez les prédictions, j'ai 5 prédictions par seconde à peu près, sans hardware dédié. Alors ça utilise OpenGL indirectement mon GPU, le GPU de mon laptop. Mais donc, j'ai réussi je suis pas un expert en machine learning, je ne sais pas créer un réseau neuronal, et pourtant, AutoML Vision ici est capable, sur toutes les frames que je lui envoie depuis ma webcam. Ça, c'est une webcam qui fait un très très bon autofocus, mais ça marche même avec la webcam de mon laptop. Et donc, vous voyez, je suis capable d'identifier certaines zones sur des images en temps réel. Et ça marche dans une page web. C'est magique. OK. Allez, je vais accélérer pour qu'on passe aux questions et qu'on conclue. Si jamais vous souhaitez, ou si vous avez la possibilité, si vous souhaitez investir du temps pour devenir un expert, c'est tout à fait possible, mais sachez que il est tout à fait aussi possible que ça vous occupe les 10, 15 ou 20 prochaines années de votre vie. Moi, c'est ce que je ferais si j'avais une vingtaine d'années. Il y a 2 écosystèmes qui se sont imposés. Un qui a été développé par nous, qui s'appelle TensorFlow, un autre qui s'appelle PyTorch. Si vous choisissez un des deux, TensorFlow ou PyTorch, vous aurez tout bon. PyTorch est plus dédié aux ingénieurs, TensorFlow est dédié à tout le monde et c'est de l'open source. Donc grâce à TensorFlow, vous êtes capable de télécharger un framework, vous êtes capable de faire de la prédiction, vous avez un écosystème immense, vous trouverez tous les tutos qui vous intéressent et là vous êtes capable de rentrer dans le détail
Et c'est l'innovation, elle va venir. Donc, si vous faites partie d'une équipe de data scientist au sein d'une société et que vous voulez développer de l'innovation, bien sûr, ce qu'on a vu auparavant, c'est l'état de l'art, mais sur des problèmes connus. Il reste encore énormément de problèmes inconnus où il y a énormément de choses à inventer. Et bien sûr, ça va venir des chercheurs qui seront spécialisés sur différents domaines. TensorFlow, c'est le repo sur GitHub le plus plébiscité et de très très loin. Alors, je vous propose une petite récap. Je vous ai montré beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait trois façons d'aborder le machine learning. Il y en a même une quatrième que j'ai pas mise là, qui sont les solutions verticales. Construire un chatbot. Voilà. Je rentrerai pas dans le détail, ce serait le sujet d'une autre présentation. Alors, pour les API, vous n'avez besoin que de quelques heures. La première fois que j'ai voulu rajouter une petite moustache sur des visages, ça m'a pris un après-midi. En 2 heures, vous êtes capable de prendre en main une API et de faire un test, d'envoyer des données, d'avoir des résultats. Avec AutoML, il vous faut plusieurs jours. De façon réaliste, il vous faut au moins 2 jours. Moi, il m'a fallu 2 jours pour créer le modèle qui reconnaît les gens qui tirent la langue, qui bâillent et qui dorment. Il m'a fallu exactement 4 demi-journées. La première fois, j'ai fait avec des photos de moi et de collègues. Ensuite, j'ai fait une présentation lors d'une conférence. Avec les photos qui m'ont été données, j'ai fait un deuxième entraînement. Voilà, en 4 itérations, 2 jours, ça m'a suffi pour faire le modèle que vous voyez aujourd'hui, qui fonctionne très bien. Il a fait un faux positif aujourd'hui, mais très souvent, il ne fait aucune erreur. Bien sûr, si vous voulez rentrer dans le détail et devenir un expert, il faut passer au minimum quelques semaines. Il y a des tutos TensorFlow que vous pouvez faire assez vite, mais il y a beaucoup de choses à comprendre. Voilà, pas mal d'expertise à développer. La difficulté, pour les modèles préentraînés, absolument aucune difficulté, c'est juste une API à utiliser, qu'elle soit cloud ou qu'elle soit déportée sous Android, dans un navigateur ou autre. Aucune difficulté. Pour AutoML, la seule difficulté, c'est le dataset. Voilà, donc il faut apprendre, il faut récupérer des échantillons, c'est pas évident. Vous n'aurez pas forcément des échantillons de la vie réelle. Idéalement, les échantillons que vous allez utiliser en production plus tard. Donc, typiquement, moi, dans mon exemple, si je veux être capable de reconnaître des cartes défectueuses sur une ligne de production, eh bien, il faut que je prenne des photos, voire même des vidéos de ces cartes. Donc, je prendrai plutôt des photos, des photos prises avec les caméras finales, etc. Ça, c'est les conditions idéales. Mais sinon, pour les gens qui tirent la langue, etc., j'ai aussi pris des photos de mes collègues avant que mes collègues m'ont donné des photos d'eux et j'ai pas utilisé de webcam pour ça. Voilà. Donc, créer un dataset, c'est la seule difficulté pour AutoML. Tout le reste est automatisé. Et bien sûr, si vous voulez devenir un expert, il faut non seulement créer le dataset, il faut gérer le réseau neuronal, etc., etc. Il va falloir filtrer les données, il va falloir, voilà. Et donc, vous allez rentrer dans les détails de choses passionnantes, mais qui sont extrêmement chronophages. OK. Ça, c'est les différentes ressources chez Google Cloud, que ce soit au niveau des différentes API, au niveau d'AutoML. AutoML, c'est extrêmement vaste, et bien sûr TensorFlow et la plateforme AI. Ça, ce sont les ressources que moi j'ai écrites. Donc là, typiquement sur GitHub ou sur Medium, vous allez trouver des articles de ma part. Ici, c'est un article qui vous montre comment vous pouvez générer automatiquement un résumé d'une vidéo. Voilà, donc en 300 lignes de code, en 300 lignes de Python. Donc là, il suffit de déposer une vidéo dans un bucket, et automatiquement ça appelle les Cloud Functions, exactement comme la démo que vous avez vue avant. Et puis, moi j'ai les différentes séquences avec les différents objets dans la vidéo. Et bien là, je génère 10 secondes, un petit résumé de 10 secondes qui permet de comprendre ce qu'il y a dans la vidéo. Même chose ici, je génère sur un deuxième article, je génère des animations avec les différents objets reconnus, les objets principaux. Et là, en quelques frames, je montre que le modèle arrive bien à reconnaître un animal. Alors, c'est un primate qui saute d'un arbre à un autre. Et puis, si la démo sur les visages vous intéresse, elle est même live. Vous pouvez reprendre des selfies. Donc, c'est un autre article, détection de visage, en 300 lignes de code, 300 lignes de Python. Et puis, le serverless, c'est un autre domaine. C'est pas du machine learning, mais j'écris aussi sur le serverless. Ça, c'est une vidéo, je vous donne le lien à la fin, mais il y a le QR code là si ça vous intéresse. Ça, c'est une vidéo qui a été faite par Google AI qui vous fait un tour d'horizon de toute la terminologie. Je vous ai montré juste la surface
Je vous ai montré surtout des exemples, mais si vous voulez vous rafraîchir la mémoire ou approfondir le sujet, ça c'est une très bonne entrée en matière. Il y a 2 BD. Vous aurez les premières planches sur cet accès-là. Moi, je la relis régulièrement. Ça permet vraiment de rafraîchir et de clarifier certains aspects. Et voilà, on a terminé. Donc, grand merci. Ça, c'est le QR code pour mes slides en haut à droite. Je vais vous mettre ça dans le chat tout de suite. Si vous voulez m'envoyer du feedback ou revenir vers moi plus tard, je suis dispo bien sûr sur Twitter, sur LinkedIn, mais vous pouvez m'envoyer du feedback pour me dire comment améliorer cette présentation ou si demain vous avez des questions que vous n'avez pas posées aujourd'hui. Je vous mets ça dans le chat tout de suite, un instant. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir faire un copier-coller de ce qui vous intéresse. Et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, une question en décalé concernant la génération de voix à partir de texte. Donc, c'est la techno WaveNet qui a été développée par DeepMind. Nous avons entendu une voix en anglais, mais qu'en est-il pour le français? La qualité est-elle aussi bonne? Des exemples. Je ne trouve pas. Alors, je vais... est-ce que j'ai ça sous la main? Hop. Oui, la qualité. En fait, vous avez entendu la voix WaveNet. Quand j'ai demandé quelle était la température à Paris avec un accent anglais, Chrome m'a répondu avec une voix française. Et c'est une voix WaveNet que vous avez entendue. Mais sinon, text-to-speech WaveNet démo. Normalement, vous pouvez tout tester. Voilà, si vous allez sur la page d'accueil de text-to-speech, voilà, vous pouvez ici le tester directement dans cette démo. Je vais essayer rapidement. Bonjour à tous. Bien sûr, il faut choisir la locale française. Donc, vous voyez, je vous avais dit, c'est dispo en canadien, français. Voix française. La dernière, je crois que c'est une voix féminine que j'aime bien. Hop, je ne suis pas un robot. Bonjour à tous. Voilà, donc je pense que vous avez dû entendre. Je vais même faire un copier-coller de votre question pour voir ce que ça donne. Question en décalé, concernant la generation de voix à partir de texte, DeepMind. Nous avons entendu une voix en anglais, mais qu'en est-il pour le français? La qualité est-elle aussi bonne? Des exemples, je ne trouve pas. Et donc là, vous voyez les erreurs qui ont été faites. Bah, il a pris génération sans accent comme un mot anglais. DeepMind, il l'a pas prononcé à l'anglaise, donc on va dire il a fait 2 erreurs. Le reste est très est confortable. Alors c'est pas la même voix il y a différentes voix, donc vous choisissez celle qui vous arrange, bien sûr, que vous préférez. On va faire un autre essai. Ce qui est sympathique, c'est qu'il a bien haussé le ton quand il a détecté qu'il y avait des questions à la fin. Allez, on essaye une autre. N'hésitez pas à rajouter des questions pendant ce temps-là. Bon, j'essaye au hasard. Hop. Question en décalé, concernant la génération de voix à partir de texte. Nous avons entendu une voix en anglais, mais qu'en est-il pour le français? La qualité est-elle aussi bonne? Des exemples, je ne trouve pas. Et bien sûr, vous pouvez régler les vitesses, etc. Là, moi, c'était un peu lent pour moi. J'ai essayé une voix. Question en décalé, concernant la génération de voix à partir de texte. Nous avons entendu une voix en anglais, mais qu'en est-il pour le français? La qualité est-elle aussi bonne? Des exemples, je ne trouve pas. Ok, je vous mets ça dans le chat, le lien, c'est direct si vous voulez tester ça, cette démo-là. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou sinon, si j'ai loupé des questions, il y avait une remarque sur les scores sur le calcul tridimensionnel de protéines, mais c'est vraiment un autre champ. Bah écoutez, je vais attendre encore un petit peu, mais s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Il y a d'autres questions, Laurent. J'en ai une d'Elga qui dit speech to text, c'est derrière la fonction subtitles en Google Meet. Si, j'ai répondu à celle-là. Ah, pardon. Donc oui. Aujourd'hui, on va dire, ça fait un peu plus d'1 an maintenant où on a commencé en anglais puis en français et dans d'autres langues. Quand vous utilisez YouTube et Meet,
vous avez maintenant la possibilité de demander des sous-titres automatiques. Et c'est typiquement ça. Alors sur YouTube, ça peut même être fait en background, donc préparé à l'avance. Mais sur Meet, le flux audio, il est en direct. Donc oui, dans Meet, je pense que ça a été déployé. Je ne sais pas si tout le monde y a accès, mais quand vous utilisez Google Meet, et ça peut être génial pour une retranscription. Donc par exemple, ouais, ça c'est génial. Par exemple, nous on a beaucoup de meetings, tout est sous Google Meet, et on obtient la retranscription du meeting. Donc imaginons on a loupé le meeting. Le meeting peut être enregistré, mais revoir une vidéo, des fois on n'a pas le temps de revoir la vidéo. C'est compliqué de voir une vidéo en diagonale. Eh bien, on a la retranscription dans la langue, en anglais, français ou autre, du meeting sous forme textuelle. Donc ça marche bien sûr a posteriori, mais ça marche en temps réel quand vous utilisez Google Meet. Si vous l'avez pas aujourd'hui, peut-être que c'est déployé à 100%, mais en tout cas, c'est une fonctionnalité qui est en cours de déploiement pour les utilisateurs de Google Meet. Je ne sais pas si c'est une fonctionnalité purement pro ou pas, je suis pas au courant de ça, mais en tout cas, c'est quelque chose que nous, on utilise. Et c'est vraiment bluffant de le voir en temps réel. Hein. Eh ben parfait, je pense qu'on peut conclure. Je vois pas d'autres questions. Eh bien, super. Ben, un grand merci à tous et à Clémentine et à Malte de m'avoir accueilli aujourd'hui. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'était de partager ce que moi j'ai pu voir ces dernières années sur tout ce qui est machine learning appliqué. Je trouve toujours que c'est magique. J'ai sauté une citation au début, mais alors que je vois beaucoup d'applications, c'est toujours bluffant pour moi. Le machine learning résout des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre auparavant. Ça nous permet d'aller à l'étape d'après. Et puis, idéalement aussi, j'espère que ça vous a donné des idées, puisque quand vous savez que des choses sont possibles, eh bien, des fois, ça déclenche des petites étincelles. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi d'une façon ou d'une autre si je peux vous aider. Moi aussi, mon but, c'est de partager, mais aussi de faire en sorte que vous arriviez à faire les choses et qu'il y ait du succès au bout de la ligne. Voilà. Merci à tous et puis à la prochaine fois. Eh ben, merci beaucoup, Laurent. Et oui, les replays sur le site Math Academy, voilà l'adresse où vous pourrez retrouver le replay. Et effectivement, n'hésitez pas à contacter Julien. Vous avez son Twitter sur cette slide-là. Je libère tout le monde. Merci encore beaucoup, Laurent, d'avoir accordé de votre temps pour cette Math Academy. Et merci à tous les participants et participantes. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne après-midi. À bientôt.